Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que la neige qui tombe et tombera. Mon Dieu, j'ai l'impression de me prendre pour Francis Cabrel. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Moi, ça m'a fait penser à comme la neige a neigé. Voilà, alors on passe de Cabrel à Néligan. Mais donc la neige a tombé, elle tombe et elle tombera. Donc j'espère que cette fameuse neige-là ne vous a pas causé trop de soucis. En tout cas, notre premier invité, notre premier invité est pogné dans la neige. On va se dire les vraies affaires. À Cube, on est transparent. On dit les vraies affaires. Hein? Tu sais, toi, tu es habitué avec Benoît Dutrisac, parce que tu es journaliste à la recherche à l'émission de Benoît, les vraies affaires. Mon émission, les vraies affaires. L'émission de Richard, les vraies affaires. Donc, en toute transparence, notre premier invité de l'émission est en retard à cause de la neige. Et ça me fait penser justement au sujet dont je parlais tout à l'heure avec Benoît Dutrisac, qui est, on parle beaucoup en période hivernale, une journée comme aujourd'hui où il y a beaucoup de neige qui tombe, quoique il n'y en a pas tant que ça, mais en tout cas, bref, tout le monde capote. On parle beaucoup du fait que les automobilistes doivent adapter leur conduite pour des conditions hivernales. Mais je disais à Benoît, les piétons aussi et les cyclistes aussi doivent s'habituer et modifier leur comportement, leur attitude. Par exemple, les capuches. Les fameux manteaux avec des capuches, les gens se rendent pas compte. Tu mets la capuche de ton manteau, tu traverses la rue en plein milieu. Donc, tu vois pas l'auto qui s'en vient. Moi, je ne comprends pas les gens qui marchent dans la rue avec une capuche où ça cache complètement la vue. On ne voit plus rien. Ben oui, un petit problème de champ de vision, évidemment. Puis c'est vrai que les piétons, parfois, sont vraiment pas prudents. Puis après ça, ils peuvent être fâchés. S'il y a une collision, des fois, moi, je me dis, je sais qu'il y a des gens, ça les frustre énormément. Ils se disent, je le sais que ça sera pas de ma faute. Mais moi, je suis en voiture. Alors, c'est moi, qui va lui faire mal. C'est moi qui peux risquer de blesser, même de le tuer. Par contre, c'est eux qui font pas attention, qui regardent pas, qui tournent pas la tête, qui peuvent glisser, qui peuvent traverser en plein milieu de la rue, entre le trafic, entre les voitures. Je comprends cette montée. Une montée de lait. Oui, j'osais pas le dire. Non. Ah oui, il y a des gens qui n'aiment pas ça, cette expression-là, montée de lait. Oui, chaque fois que j'utilise l'expression montée de lait, il y a une femme qui m'écrit en me disant « Madame Durocher, n'utilisez pas cette expression-là parce que je suis plus gentille pour les femmes enceintes. » Mais c'est drôle. Mais non, mais je m'excuse, mais tu sais, j'en ai eu des montées de lait, moi, d'ailleurs. Non, mais tu sais, ton enfant ce sera plus une autre fois. Ton enfant naît, puis là, t'as une montée de lait. Donc, voilà. Notre invité qu'on attendait impatiemment est maintenant arrivé. Il a bravé la tempête et on l'apprécie parce qu'en effet, quand il y a des tempêtes de neige ou des chutes de neige, habituellement, les gens disent « c'est-tu quoi, Durocher? Je veux la faire au téléphone, ton entrevue. » Ben non, vous avez décidé de vous déplacer, on l'apprécie. Vous appelez Jean-Philippe Desjardins, vous êtes fondateur et président-directeur général de l'agence de marketing Walrus. Et votre histoire est racontée aujourd'hui dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, parce que votre histoire est incroyable. Bonjour, Monsieur Desjardins. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Puis quand on vient... je sais pas, c'est un sujet qui est très personnel, fait que je trouvais que c'était comme important pour moi de le faire en face à face. En face à face pour qu'on puisse se toucher, se regarder les yeux dans les yeux et surtout pour que je puisse vous dire les yeux dans les yeux à quel point je trouve courageux et important votre témoignage. On le sait, le mois de janvier ou le mois de février plutôt, c'est le défi 28 jours de la Fondation Jean Lapointe. Vous avez décidé d'encourager les gens à faire le défi 28 jours parce que vous, ça fait 23 ans que vous êtes sobre. Vous avez commencé à boire quand vous aviez 13 ans. Racontez-moi comment ça a commencé. Exactement. Je vais quand même d'un milieu familial qui était bienveillant et tout ça, mais j'ai subi mon arrière-grand-père était alcoolique, mon grand-père était alcoolique, mon père était alcoolique, puis il prenait aussi du Valium. Fait que c'était comme ce mélange-là.
C'est comme si c'était dans l'ADN de votre famille. Ben, il y a des gens, il y a des études qui disent que ça l'est. Tu sais, moi, je suis un peu de l'avis que la dépendance, il faut que ça soit traité comme une maladie. Tu sais, ce que les gens vont dire, c'est que pour quelqu'un qui est dépendant, quelqu'un qui va prendre de l'alcool, qui est dépendant ou qui a ça génétiquement, il va avoir beaucoup plus de plaisir que quelqu'un de normal. Tu sais, même chose pour les drogues. Donc, après ça, c'est donc, l'effet est décuplé. Exact. Donc, c'est beaucoup plus difficile ensuite d'arrêter parce que le plaisir que t'en ressors est beaucoup plus grand qu'une personne normale. Ouais. Donc, vous avez 13 ans. Comment ça commence? Parce que j'ai fait une entrevue à un moment donné avec Éric Lapointe qui me racontait qu'il avait commencé à consommer à 12 ans. Je capotais ma vie. C'est tôt, là. 13 ans, quand vous commencez, vos amis, ils boivent du Nestlé Quick, là. Ils boivent, pas vraiment, là. T'as tout le temps des amis avec qui tu peux consommer de la drogue. Au début, t'as une curiosité. Ouais. Puis en même temps, tu sais, à cette époque-là, c'était une façon de blend in, tu sais, c'est comme façon de faire partie du groupe. De faire partie du groupe, de la gang. Puis après ça, j'ai toujours été quelqu'un qui était extrêmement curieux. Donc, tu sais, une fois que après la première fois que j'ai fumé du pot, ben, je suis allé prendre de l'alcool, tu sais, de mes parents, puis j'en ai juste bu parce que je voulais comprendre quel effet ça aurait sur moi. Puis quand tu lis, tu sais, on est tous exposés, que ça soit dans les films ou dans la culture, mais quand tu vas lire, puis là, tu lis sur l'alcool, mais après ça, tu as cette curiosité-là d'expérimenter. Est-ce que ça fait vraiment cet effet-là? Mais je suppose que quand tu es dépendant, c'est décuplé, tu sais, puis tu vas faire ça tout seul, tu sais, tu vas pas juste faire ça. Tu sais, les gens normaux peuvent peut-être prendre de l'alcool entre amis, peuvent une fois de temps en temps, tu sais, en virer une, pas pire, comme on dit. Mais les gens dépendants, eux, ils vont recommencer le lendemain matin chez eux tout seuls. T'sais. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est dépendant, l'aspect social disparaît. C'est pas une façon de socialiser, ça peut être simplement soi-même avec soi-même. C'est une façon pour essayer de combler comme le vide intérieur, puis parfois le mal de vivre que tu peux ressentir. C'est ça que vous ressentiez, vous, quand vous aviez 13 ans? Vous étiez pas bien dans votre peau? Je pense que oui. C'est dur, tu sais, c'est une combinaison de facteurs, tu sais, tu as des comportements. T'sais, on dit que la dépendance mène à 3 endroits, tu sais, à l'hôpital, en prison ou à la morgue. Mais c'est des comportements extrêmement autodestructeurs qui viennent après ça, qui font juste t'amener toujours plus loin. Puis après, tu génères énormément de honte, de culpabilité. Puis tu sais, c'est fou parce que j'ai pas lu l'article dans le Journal de Montréal, tu sais. J'ai fait un témoignage aussi vidéo à la Maison Jean Lapointe où c'était vraiment important pour moi de faire ça parce que moi, j'ai été à la Maison Jean Lapointe pour ado. Mon père a été en 95 à la Maison Jean Lapointe, puis c'est un petit moment émotionnel, mais... Prenez le temps, Jean-Philippe. Ben, c'est ça, tu sais, lui, il a arrêté en 95, puis c'est lui qui allait me porter en 2001. À Jean-Pointe pour ado, quand je suis rentré. Puis, tu sais, lui, il s'en est sorti. Il a fait énormément de bénévolat à Jean-Pointe. Puis, à son décès, il y a 2 ans, il y avait un don planifié. Puis, c'était à la Maison Jean-Pointe. Donc, tu sais, pour lui, c'était super important. Puis il a fait du bénévolat pendant comme, tu sais, peut-être 10 à 15 ans là-bas. Il s'est super impliqué, justement, parce que, tu sais, lui aussi, ça l'a changé sa vie. Puis même quand je retourne là-dedans, tu sais, c'est comme, je sais pas pourquoi, mais tu sais, je ressens encore comme un peu de honte, tu sais, parce que t'as des comportements, tu sais, que t'es pas fier, puis même 23 ans plus tard, tu sais, parce que moi, j'ai arrêté de boire, j'ai fait du mouvement, j'ai fait du alcoolique anonyme, narcotique anonyme. J'en fais moins maintenant parce que ma vie est comme complètement ailleurs, puis les substances font plus du tout partie de ma vie. Je comprends. Mais ça reste que, tu sais, c'est quelque chose qui touche à peu près toutes les familles au Québec ont quelque chose comme ça, puis c'est quelque chose qui est très difficile à parler, puis même si aujourd'hui le discours public est déjà mieux que quand moi je suis rentré en 2001, je pense que c'est important, puis le 28 jours sans alcool, le défi 28 jours sans alcool, je trouve que c'est important parce que ça met justement la conversation un petit peu là-dessus. Alors, c'est très intéressant parce que
chaque mois de janvier, février, il y a le Dry January, ensuite il y a les 28 jours sans alcool, et il y a plein de personnalités publiques qui parlent de ça. Je pense à Geneviève Petersen, qui est une ancienne collègue à nous de Cube, qui est maintenant rendue dans une autre station, qui parlait du fait que justement cette période-là, c'est une période où on réfléchit. Pourquoi on boit? Pourquoi on a ce réflexe-là? Mais il y a plein d'autres gens, il y a plein de gens qui, Étienne Boulay, qui est super fier de dire que ça fait des années maintenant qu'il est sobre. C'est une discussion qu'il y a sur la place publique qu'il n'y avait pas avant. Mais je note quand même dans ce que vous venez de nous dire, Jean-Philippe, c'est le mot honte. Puis quand vous avez prononcé le mot honte, c'est là que vous avez eu votre moment d'émotion. Ça veut dire que même 23 ans plus tard, c'est quand même ça qui vous vient vous chercher. Ben, c'est un peu le... Ben, tu sais, si tu revisites les émotions, sont toutes encore là. Tu sais, c'est pas parce que ça fait 23 ans que j'ai pas des... Tu sais, puis quand j'ai fait le témoignage vidéo, tu sais, ça m'a ramené à des endroits, tu sais, quand j'étais là-bas, quand j'ai eu des moments avec tu fais des scénarios de suicide, puis tout ça, puis c'est là que moi, j'ai eu ma prise de conscience. Puis quand j'ai eu ma prise de conscience, j'étais comme, OK, je veux m'en sortir. Ben là, j'étais comme done. Tu sais, là, j'étais prêt, justement, à me rétablir. Puis après ça, tu sais, j'ai jamais regardé en arrière, mais tu sais, j'avais décroché l'école, je suis retourné à l'école, puis après ça, éventuellement, j'ai parti mon entreprise, mais tout ce parcours-là, j'ai pas honte d'en parler parce que ça fait partie de moi, mais on dirait quand même que t'as comme un peu honte des choses que t'as fait durant cette période-là quand même, mais même si t'as fait des amendes honorables et tout ça, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, les gens me demandent, est-ce que tu boirais, 23 ans plus tard, pourquoi pas juste un verre? Puis c'est comme, non. Non, je veux pas retourner là. Mais je suis pas prêt à prendre le risque, tu sais. Oui, parce que c'est ça, c'est l'hôpital, c'est la morgue, puis c'est la prison, mais c'est aussi possiblement mettre fin. C'est tout ça qui joue aussi, j'imagine. Oui, puis pourquoi, tu sais, pourquoi, tu sais, aujourd'hui, puis la conversation, tu sais, j'ai 2 enfants maintenant, tu sais, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi, puis une petite fille de 6 ans, et... c'est comme il va falloir que j'aille des conversations avec elle quand même assez jeune, avec mes enfants sur, c'est quoi la dépendance, parce que, à partir du moment où t'as comme le côté génétique, mais c'est quand même important, justement, d'en parler et c'est ça. D'en parler. Mais on a beaucoup parlé de la honte. Est-ce qu'on peut parler aussi de la fierté, Jean-Philippe? Parce que moi, je regarde votre parcours. Donc, commencez à boire à 13 ans. À 16 ans, vous entrez à Jean-Lapointe pour Rado. Vous vous en sortez. 23 ans plus tard, vous êtes PDG d'entreprise. Il y a des gens qui travaillent pour vous. Vous êtes un apport à la société. Moi, je vous dis bravo, Jean-Philippe. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Pour moi, je pense qu'à un certain point, c'est rendu tellement intégré dans ma vie que, j'y pense plus. Puis, ça a été un grand travail aussi de s'entourer, de gens, un écosystème de support autour qui m'ont vraiment permis. Puis, justement, la Maison Jean-Pointe qui m'a donné un peu les outils que j'ai eu besoin après ça pour me rétablir puis pour complètement transformer ma vie, qui fait qu'aujourd'hui, je pense moins à ces choses-là dans au jour le jour, mais je peux comprendre que ça, pour des gens, ça peut sembler, les gens qui vont chercher leur jeton du nouveau, ou les gens, que ça fait 24 heures qui ont arrêté de boire ou qui sont en train de le faire en ce moment, mais ça commence comme ça. Puis après ça, c'est juste une journée à la fois. C'est juste que moi, une journée à la fois, ça fait 23 ans, c'est bravo. ça. Exactement. C'est 23 fois 365. C'est ça. Si vous pouviez parler au Jean-Philippe de... On va faire deux Jean-Philippe. Le Jean-Philippe de 16 ans, vous lui diriez quoi? Que ça commence une journée à la fois. Puis, tu sais, il y a toujours de l'espoir. Je pense que c'est ça l'important, tu sais, c'est de regarder par en avant, même si... Tu sais, t'es vraiment... Tu sais, des fois, quand ça va vraiment mal dans le mouvement, les gens disent c'est que t'as pas touché ton bas-fond. Puis c'est une fois que t'as touché ton bas-fond que là, t'es comme prêt à remonter. Mais, tu sais, je dirais, va faire un meeting. Tu sais, parce que ça, il y en a... Tu sais, je regardais, il y en a comme encore... Il y en a des milliers, là, au Québec. Tu sais, dans chaque village, il y en a un dans un... Un petit cul de 16 ans qui est accro. Il y a des endroits puis il y a un écosystème de support parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense. Tu sais, c'est un peu comme underground, mais va dans n'importe quel village, dans le sol d'église, il y a un meeting AA genre une fois par semaine, puis il y a genre au moins 20-30 personnes. Fait que si t'additionnes ça, il y en a beaucoup de gens qui
souffrent ou qui ont subi ça, mais tous ces gens-là sont prêts à t'aider, tu sais, puis à aider, tu sais, parce que c'est un écosystème de support qui existe puis qui est extrêmement bienveillant. Monsieur Desjardins, j'aurais une petite question pour vous, parce que vous parlez justement de fierté avec Sophie, puis quand vous vous transformez comme personne, puis vous devenez un autre vous qui est ça, puis qui réussissez, maintenant vous êtes un directeur d'entreprise, vous avez des employés, les gens vous regardent, ils vous admirent même, vous devez être une personne, tu sais, devant ces gens-là. Est-ce qu'il y a des compliments que vous recevez aujourd'hui que vous auriez jamais pensé recevoir avant quand vous étiez votre autre vous? Ben, je pense que le processus de se rétablir passe par, tu sais, il y a comme un désalignement entre la personne que tu voudrais être et la personne que t'es, qui crée comme un vide. Puis souvent, tu sais, il y a plein de raisons, puis je vais pas rentrer là-dedans, ce serait un petit peu long, mais le processus de rétablissement, c'est un peu aligner les deux, tu sais, pour que la personne que tu veux être que tu sois, au fond, la personne que tu as toujours voulu être. Puis j'ai réussi à faire ça, tu sais, dans mon cheminement, tu sais, ça m'a pris, un bon 3 ans, me rétablir avant de retourner à l'école, puis tout ça. Donc, je pense que ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut me donner, tu sais, c'est d'être authentique. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment la personne que j'ai comme toujours voulu être, puis j'ai assumé comme qui j'étais. Puis avant, ben, j'étais pas capable de faire ça, puis c'est pour ça que je consommais, tu sais, pour combler ce vide-là. Puis après ça, tu sais, t'as tout le cercle qui continue. Puis je pense que, tu sais, je suis avec les mêmes 2 associés en affaires depuis, tu sais, on fait des projets ensemble depuis 2007. Fait que, tu sais, on a une super belle trajectoire aussi avec les projets qu'on fait et ainsi de suite. Donc, je pense que ça, tu sais, j'aurais jamais été capable de faire ça si j'étais pas passé par ce processus-là. Fait que ça fait partie de moi, puis je pense que c'est important d'en parler. Alors, ma deuxième question à un ancien Jean-Philippe. Donc, on a parlé du Jean-Philippe de 16 ans. Qu'est-ce que vous diriez au Jean-Philippe de 13 ans avant qu'il prenne sa première bière ou sa première brosse? Celle-là est beaucoup plus dure. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut pas empêcher. Parce que, tu sais, si tu le fais, c'est parce que t'as des problèmes émotionnels que t'as pas réglés. Tu sais, moi, j'avais beaucoup de... Tu sais, j'ai vécu comme le rejet de mon père à travers comme sa dépendance. Puis c'est très dur quand t'es un adolescent de comprendre, OK, il faudrait que comme je travaille là-dessus, que je travaille sur la gestion des attentes, tu sais, que je fasse un travail sur moi là-dessus. Donc, peut-être que si, tu sais, puis en même temps, à 13 ans, tu sais, t'es comme en construction, fait que c'est extrêmement dur, puis t'as comme aucune idée, tu sais, tu vis comme des choses, mais c'est tellement brut que t'as aucune idée. Qu'est-ce que je sais? Je pense que je dirais qu'il y aura du bon plus tard. Ah, mais c'est bon! Non, mais c'est important que vous disiez ça parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Ils ont peut-être pas 13 ans, ils ont peut-être pas 16 ans, mais des jeunes qui se disent, ben, tu sais, peut-être que je traverse quelque chose d'excessivement difficile en ce moment. Peut-être que j'ai pas atteint mon bas-fond, mais un jour, comme Jean-Philippe, je vais devenir la personne que je voulais être. Je veux juste faire quelque chose que je fais jamais, mais je veux juste vous prendre dans mes bras. Je veux juste vous dire, je suis fière de vous. On se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais votre histoire me touche beaucoup. Et je vous trouve très courageux et très généreux de partager votre histoire avec tout le monde, surtout de nous raconter la filiation qu'il y a dans votre vie, dans votre famille, les liens avec la Fondation Jean Lapointe et le travail tellement important qu'ils font. Merci beaucoup, Jean-Philippe Desjardins. Je rappelle que vous êtes fondateur et président-directeur général. Ça se dit bien, PDG quand même, de l'agence de marketing Walrus. Peut-être qu'un jour, on vous recevra et on parlera de votre agence et du travail que vous faites. Mais c'était très important pour moi d'avoir votre témoignage aujourd'hui. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Merci, Jean-Philippe. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Moi, dans la vie, j'aime ça économiser de l'argent. Hein, Cybèle? Ah ben, moi aussi. Mais non, mais c'est parce que moi, moi, je suis ministre des Finances chez nous. Ah oui. Ben oui, je suis gratteuse dans le sens, tu sais, moi, j'ai ma carte femme à prix, puis là, je vais quand c'est 20 fois les points, puis tu sais, j'aime pas ça dépenser de l'argent pour rien. Fait que quand j'ai vu qu'il y avait une compagnie aérienne française qu'on appelle low cost,
Une compagnie low cost Low en cost, France. Ben oui, c'est sûr. À bas coût, ici, le français, c'est important, on appelle ça à bas coût. Mais à bas coût, on a l'impression que c'est un mot africain. Mais là-bas, en France, ils appellent ça low cost. Bref, ça s'appelle French Bee. Ça va arriver au Québec ce printemps et ça va coûter 449 $ Montréal, Paris. Je peux vous dire que moi, je vais en profiter. On va parler de tout ça. On va voir si c'est vraiment une bonne idée avec Mehran Ebrahimi, qui est directeur de l'Observatoire international d'aéronautique et de l'aviation civile, professeur à l'UQAM. Bonjour, Monsieur Ebrahimi. Oui, bonjour. Alors, quand on voit ça, au début, on se dit, hey, wow, aller faire Montréal-Paris, 449 $. Puis quand on lit les petites lignes, ben, finalement, on n'a rien pour ce prix-là. On n'a pas de repas, pas de bagages à main, pas de valise. C'est tout juste si on nous paye pas pour conduire l'avion nous-mêmes. Exactement, comme un de mes amis disait, même si vous voulez respirer à bord, il va falloir payer. J'adore. C'est tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire que, en fait, on considère ces compagnies-là, ce ne sont pas des compagnies low cost, ce sont des compagnies qu'on appelle donc low price, c'est-à-dire compagnies à bas prix. Ce sont des compagnies qui essaient de proposer des prix très bas, ce qu'on appelle des prix nus. Mais à partir de là, il va falloir habiller ce billet-là, justement par le biais d'un choix de siège, c'est obligatoire, par le biais de, si vous voulez partir en France quand même quelques jours, j'imagine que vous partez avec une valise ou un bagage, donc il va falloir le payer. Donc si vous voulez manger, c'est quand même 6 heures pour aller, 7h30 pour le retour. Je ne sais pas si dans ça on a besoin de boire et de manger. Donc vous voyez, finalement, quand on regarde le prix, à la fin, ce n'est pas si faible que ça, mais c'est sur le plan marketing, ça frappe l'esprit. On est 499 $ pour aller à Paris, mais voilà. Mais ça, il faut y aller avec rien du tout, quoi. Donc voilà. En fait, je vous corrige un petit peu. Enfin, moi, les chiffres que j'avais vus, c'était 449, c'est quand même 50 $ de différence. Mais bon, à 449. Alors, moi, j'ai plein de questions parce que quand même, il y a toute une, mettons, je parle en termes de génération. OK, on a 18 ans, on est la génération sac à dos, qu'il n'y ait pas de repas, on s'en fout parce que de toute façon, on va s'acheter un petit sandwich ou on va se fabriquer soi-même un petit sandwich. Les bagages à main, on n'en a pas besoin. La valise en soute, ben de toute façon, on voyage avec, mettons, l'essentiel là qui remplit un petit sac. Donc, mettons qu'on paye 50 $ pour le bagage à main. Tu sais, t'es jeune, tu vis d'amour et d'eau fraîche. T'es capable de payer ça. Donc, ça vaut la peine pour si t'as 18 ans et 3/4, là. Tout à fait. Oui, enfin, je peut-être à ça le choix de votre siège et des choses comme ça, mais vous avez raison. Donc là, ça, c'est sûr que ça va être un prix très, très intéressant. Alors, par contre, il y a 2 choses qu'il faut garder à l'esprit. C'est que, généralement, quand on suit de l'expérience ici comme ailleurs, c'est que ces prix-là sont ce qu'on appelle les prix d'entrée sur le marché. Ça ne veut pas dire que dans un an, dans 6 mois, dans un an, ce sera les mêmes prix, premièrement. Parce que là, on arrive avec un prix comme pour rester voilà votre blague sur les Français, donc on est sur le lost price, donc ça veut dire qu'on est sur un peu comme vous allez chez Jean Coutu et puis vous achetez quelque chose pas cher en espérant que vous achetez autre chose après les prix montent. Donc là, ça veut pas dire que ça va être le cas. Et l'autre élément, c'est que vous avez des compagnies majeures à côté qui vont pas rester bras croisés et vont dire bon bah là si c'est le cas, si on va attirer des clients. Est-ce que ça va être dans les catégories de nos clients? Est-ce qu'ils vont venir gruger sur notre marché? À ce moment-là, on va s'ajuster et les Air Canada de ce monde et Air France de ce monde et même jusqu'à un certain point Air Transat de ce monde, ils peuvent baisser leur prix en attendant neutraliser un concurrent sur le marché. Si je peux me permettre, il y en avait une compagnie qui était parmi les prix les plus bas. Corsair. Qui servait exactement, voilà, Corsair qui est disparu, qui est pas disparu, mais qui à partir de la saison prochaine n'offre plus de vol. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de faire sa place sur notre marché en présence des grandes compagnies. Et ça, c'est l'élément majeur. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est qu'il y a une catégorie de marché, un segment de marché, comme ils disent les gens de marketing, qui veut justement le strict minimum. Au lieu de payer 200 $ de plus pour manger un repas immangeable à bord, ils disent, moi, j'aurai un bon restaurant à Paris où je resterai une nuit de plus. Je m'en fous de pas manger pendant ces 6 heures-là. Et donc, ils vont faire ce choix-là. Alors, est-ce que
cette catégorie de population est assez nombreuse pour pouvoir justifier 4 vols par jour aller-retour pour une compagnie, ça, on va voir à l'œuvre. Ouais, je vais juste dire, je vais faire une petite plug, si vous le permettez, et ce segment n'est pas commandité par Air Transat. Sur Air Transat, donc, il n'y a pas vraiment de report, en tout cas pour les vols très courts. On peut acheter des choses en vol, et leur sandwich Reuben, moi, je me montrais les marches de l'oratoire à genoux, une à une, pour le sandwich Reuben. On salue les collègues à Air Transat. Fin de ma petite parenthèse. Ma collègue Cybèle Olivier a l'intention de voyager bientôt pour aller au Portugal et elle avait une question pour vous, Monsieur Ebrahimi. Oui, c'est ça. Je me demandais, est-ce que dans un cas comme celui-là, on pourrait se dire, ça pourrait être brillant de se dire, OK, moi, je vais prendre un vol Montréal-Paris avec French Bee et ensuite aller de Paris à ailleurs, comme par exemple à Lisbonne ou ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, en utilisant ça, ça pourrait être encore plus une aubaine? Écoutez, c'est une très bonne stratégie. Je pourrais être honnête avec vous, c'est ce que je fais généralement. Bon, pas avec French Bee, mais étant donné qu'en Europe, vous avez à peu près plus d'une vingtaine de compagnies low cost, comme on dit, et les prix, écoutez, je suis parti de Paris-Barcelone avec 59 €, c'est-à-dire à peu près $70. Alors, pourquoi prendre un billet Montréal-Barcelone qui va coûter beaucoup plus cher avec une correspondance à Paris? Je prends un vol normal pour Paris et puis à partir de là je profite de ce marché très très concurrentiel avec des prix très très bas et c'est très 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 raisonnable et votre calcul est tout à fait juste, sachant aussi que toutes ces compagnies là en Europe comme ici sont dans un marché où la sécurité, la qualité des avions, la qualité de maintenance était très bien surveillée, donc c'est pas parce qu'on prend un billet pas cher que nécessairement on est entre les mains d'une compagnie de moins bonne qualité. Voilà, exactement. Donc, je suis contente que vous le mentionniez et c'est en effet rassurant. Par contre, j'avais une question un petit peu reliée à ça. Encore une fois, je raconte une histoire personnelle. Pendant le temps des fêtes, j'ai voyagé avec Air Transat, donc manger leur Reuben, et le vol a eu, 11 heures de retard et j'ai fait une réclamation auprès d'Air Transat. Je l'ai jamais reçu. Ils ont refusé de rembourser les 300 personnes et plus qui étaient dans ce vol-là. Est-ce que quand on voyage avec une compagnie pas chère comme French Bee, est-ce qu'ils ont ce programme-là de réclamation? Est-ce que tous les services afférents sont aussi pertinents que, par exemple, une grande compagnie comme Air Transat, Air Canada ou Air France? Tout à fait. Ces compagnies-là sont assujetties au même règlement en termes de protection des passagers. Alors, quand une compagnie française qui part de l'Europe, c'est la réglementation européenne qui s'applique, qui est assez généreuse par rapport à nous. Et même s'ils partent ici, c'est notre réglementation à nous qui s'applique, peu importe la compagnie. Tout à fait, vous êtes protégés. Bon, écoutez, vous nous avez rassuré quant à la sécurité. Vous avez rassuré mon amie Cybèle qui manifestement est aussi picsou que moi, finalement. Quand on peut économiser, je veux dire, pourquoi pas? Puis je me suis trouvée brillante avec mon idée, puis on vient de la confirmer, donc encore mieux. Oui, puis de toute façon, c'est vrai que quand on se promène en Europe, on voit des prix pour aller à peu près, partout pour aller même en Afrique. Pour aller, c'est des prix, ça coûte 3 fois rien, puis c'est 1 heure de vol, puis bedagne, 59 €. C'est complètement cheap. C'est super, c'est vraiment, c'est cheap. C'est cheap. On va lancer une nouvelle expression française. Monsieur Ebrahimi, c'est toujours un plaisir de vous parler, en espérant en effet que l'arrivée de French Bee va peut-être faire baisser les coûts des autres compagnies déjà établies. Monsieur Ebrahimi, je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire international d'aéronautique et de l'aviation civile, professeur à l'UQAM. Merci beaucoup et bon vol. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Moi, j'ai des collègues dans la salle des nouvelles parce que maintenant, on a déménagé. Donc, depuis qu'on a déménagé, on a nos collègues du Journal de Montréal, nos collègues de toutes les branches de Québécois qui sont rassemblés. Et j'ai un collègue, à chaque fois que je le croise, il arrive avec une bonne histoire. C'est Louis-Philippe Messier, qui est journaliste et chroniqueur urbain au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour. Bonjour, Sophie. Écoute, la dernière fois que tu m'as croisé, tu m'as dit, vas-tu aller voir ça, Voivode, orchestre symphonique, puis tout ça. Puis je t'ai dit, honnêtement, le heavy metal, c'est pas mon truc. Quelle surprise. Quelle surprise. Je t'ai dit, moi, je suis plus Moustaki et Léonard Cohen. Mais quand même, c'est quoi ça, cette affaire-là, Voivode, avec l'OSM?
En 91 ans, c'est la première fois que l'OSM va toucher au métal. Voivode, écoute, je te fais une histoire, je sais pas si les gens connaissent, ça existe depuis 42 ans. Okay. Donc en 84, en même temps que Metallica, ils sortent un premier album, Metal, des gars du Saguenay, qui chantent en anglais, c'est pas une chose que j'aime beaucoup. Souvent, ils vont traduire littéralement des expressions québécoises en anglais, les mettre dans leurs chansons, puis le crier en jouant de la guitare. Okay. Et ils se sont très vite... Genre swing the backaise in the front of the water. Par exemple, on n'est pas des poissons, ou je suis pas un poisson. We're ils vont le mettre fish. en anglais, I'm not a fish. Puis quand les gens l'entendent, en anglais, ils comprennent pas de quoi ils parlent. Donc Voivode a une réputation de... un peu d'excentricité et de bizarrerie. Eux, c'est pas Satan, leur dada, c'est plus les extraterrestres. OK. Les fantômes, des créatures au fond de la mer. On va écouter un petit peu de Voivode pour rafraîchir la mémoire à tout le monde ou le faire découvrir parce que, tu sais, la génération de Cybèle, ça n'a jamais entendu parler de Voivode, ça. Un peu quand même, mais ça pas... a 26 ans, ça vient d'arriver sur Terre. Écoute, au Faux-Fun électrique, il y a beaucoup de gens au début vingtaine qui vont voir des spectacles métal, donc ça semble ratisser très large. On dirait qu'il y a pas plus de gens vieux que de gens jeunes que de gens du milieu comme moi qui ne sont ni jeunes ni vieux. Il y en a pour qui c'est relaxant. Moi, c'est ce que j'ai de la difficulté avec ce genre de... difficulté, c'est pas le bon mot, mais pour moi, c'est agressant comme pour plusieurs personnes et pour d'autres, ils se disent, c'est comme la musique classique, là, pour bien des gens, c'est un moment de décrochage complet en écoutant ça. Vous nous direz, écrivez-nous donc pour nous dire, vous, ce que vous en pensez, ça vous fait relaxer? Écoutez du heavy metal, est-ce que ça vous fait relaxer? En attendant, relaxant. On va écouter un petit extrait de musique de Voivode. Alors, ceux qui se rappelleront Solid Rock, l'émission animée par Paul Sarrazin, c'était ça sur le générique, puis il y avait la belle face de Geneviève Borne. Bon. Ça suffit. Ma tante Sophie, là, 5 secondes d'heavy metal. Mais là, attends, il faut laisser le temps aux gens de voir si ça les stresse, si ça les relaxe. Là. OK, c'est mon émission. C'est moi qui décide combien de temps on écoute du heavy metal, puis je déclare que c'est bien assez. J'ai toujours bien le droit d'avoir des préférences musicales. Regarde comment je suis opprimée par mon équipe. C'est épouvantable. Mais là, Sophie, il faut laisser le temps au débat. On a entendu. On voit que ça n'a aucun sens de faire ça symphonique. Alors donc, ils vont faire ça symphonique. Alors toi, tu as assisté aux répétitions. J'étais à une partie de la répétition hier. Et c'était très amusant parce que c'est très drôle d'avoir les 4 guitaristes, en fait 3 guitaristes. Ouais. Qu'est-ce que je dis là quand même? Bassiste, guitariste, chanteur et le batteur dans son espèce de cage de verre pour ne pas casser les oreilles des musiciens de l'OSM qui sont juste à côté. Un musicien qui n'avait pas vraiment c'était drôle hier, de décorum vestimentaire. On s'entend qu'habituellement à l'OSM, quand on va répéter, on se met pas un t-shirt. Ben non. Dégueulasse. Mais là, hier, il y en avait un qui avait un chandail Iron Maiden. Je trouve ça hilarant. Ça, c'est la partie préférée de Évidemment, le contexte. décorum devient un peu comme absurde. Ben là. Si, c'est ça, on joue avec Voivode. Et les gars de Voivode, moi, j'essayais de prendre des photos au début, puis c'était un peu désagréable parce qu'eux me tournaient le dos. Ah. Parce qu'ils regardaient l'orchestre jouer. Ah. Tu comprends? Parce qu'ils ils disent c'est la première fois de nos vies qu'on a vraiment un orchestre. Ben c'est ça, donc ils voulaient le regarder. Surtout que le chanteur dit, moi, pendant le spectacle, je pourrais pas les regarder, donc c'est très drôle parce que j'ai l'impression que c'est comme deux bêtes qui se rencontrent. C'est l'OSM, c'est la première fois qu'ils font du métal. Puis les gars de Voivode, ben c'est la première fois. Ils pensaient jamais un jour faire l'OSM. C'est comme deux amoureux qui ont un coup de foudre, mais c'est les deux personnes les plus disparates au monde. Cela dit, Metallica, qui est le groupe métal le plus connu du monde, a fait un spectacle avec l'orchestre, je crois que c'était San Francisco, et ça a été un immense succès. Donc, Metallica symphonique, ça a marché, et c'est pour ça que je pense que Voivode symphonique, ça marche aussi. Ils ont donné, je pense que c'est Hugo Bégin, si ma mémoire est bonne, c'est un orchestrateur, spécialiste il peut travailler avec Charles Bois, il peut travailler... C'est lui qui a fait les orchestrations. Exactement, pour eux. Alors, quand je suis arrivé, lui était assis, puis il avait ses partitions devant les yeux, puis il tournait les pages au fur et à mesure. C'est très drôle. Puis je regardais son expression, puis il semblait bien content. Hugo Bégin, tu as tout à fait raison. C'était ça le nom. T'as une bonne mémoire. Alors, moi, j'adore parce que tous les musiciens de Voivode, ils ont comme un petit nom. Fait que t'as Daniel Chewy Mongrain, t'as Michel Hué Langevin. Écoute, c'est absolument... et t'as Denis Snake Bélanger. Évidemment. Moi, j'ai appelé Sophie Wing Wing du Rocher. Je sais pas, il manque. Ben là, je sais pas, ça prend un petit mot. C'est quoi le nom de ton sandwich tantôt? Ruben. Sophie Ruben du Rocher. Faisons ça comme ça. Donc, toi, tu as assisté aux répétitions. Est-ce que ça marche? Le mariage entre les deux genres musicaux, ça fonctionne? Tout à fait.
Il faut dire que ces gars-là aiment beaucoup la musique de vieux films. Tu sais, les vieux péplums comme Ben Hur. Ben oui. Il y avait de l'excellente musique et eux, des fois, s'en inspirent pour certaines de leurs pièces. Alors, à la fin, une fois, j'ai pris, c'est ça, Ben Hur, justement, je leur ai dit, il y a un bout qui me faisait penser à Ben Hur, puis eux, ils ont éclaté de rire en disant, mais c'est exactement ça. Ils ont mis des notes ou des bouts de Ben Hur dans leur chanson heavy metal. Et donc, les gars de Voivode se sont inspirés d'une certaine musique classique dans leur musique métal. Voilà. Donc, ça fait du sens aujourd'hui que cette musique métal inspirée du classique soit jouée par un orchestre classique. Tout à fait. Ça tout fonctionne. Est dans tout, comme disait Raoul Duguay. Et l'OSM, c'est la première fois qu'ils touchent au métal, mais ils ont déjà touché au hip-hop, au rap, à la musique avec I Am l'an dernier. Donc, c'est ça, c'est la première fois qu'ils le font. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que ce ne sera pas enregistré, donc il n'y aura pas d'album. Il n'y aura pas de captation de la performance. Je ne sais pas pourquoi. Question de droit, sûrement. Je ne sais pas. Mais ça aurait été intéressant pour Voivode. Ouais. Il faut être là. C'est ce soir et demain à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. J'y serai. Et pas moi. Et pas moi, parce que j'ai une dégustation de tacos ce soir, ou comme disait l'autre, j'ai un sanglier sur le feu. Merci beaucoup, Louis-Philippe Messier. Toujours un plaisir de te parler. Bonne journée. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. J'ai fait une petite montée de lait cette semaine. Je l'ai faite en ondes avec Benoît Dutrisac. Je l'ai faite dans le Journal de Montréal en disant que je trouvais que c'était une décision de cabochon que le gouvernement du Québec ait décidé de mettre fin à une mesure qui coûtait pas si cher que ça puis qui faisait plaisir à tout le monde. C'est le premier dimanche du mois, gratuit dans une centaine de musées à travers le Québec. Puis Marc Boilard, bonjour. Bonjour. Marc Boilard, chroniqueur. Toi, tu as une autre solution pour mieux financer les musées plutôt que fermer, plutôt que d'arrêter finalement le premier dimanche gratuit. J'en ai deux. C'est voilà un homme de solutions. Comme disait le maire Drapeau, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Non, il y a aussi des problèmes, mais c'est le fun d'avoir des solutions. Alors, la première, c'est, on l'a vu dans Le Devoir, mais moi, j'avais lu la nouvelle dans le journal Le Monde la veille. Ouais. C'est Emmanuel Macron qui a annoncé des rénovations, mais extravagantes, près d'1 milliard pour le musée du Louvre, entre 8 et 900 millions sur 10 ans. Parce que, figure-toi que quand ils ont mis la pyramide dans la cour intérieure du Louvre, on se disait qu'il y allait avoir, grosso modo, 4 millions de visiteurs par année. On est rendu à près de 9. Ouais. Ben ça, c'est des toilettes qui flushent plus, des portes qui ouvrent. Tu comprends? Oui. Bon, alors tout ça doit être réparé. Il va avoir une entrée pour la Joconde, spécialement avec un prix d'entrée que pour elle. Oui. Ben, de toute façon, 90% des gens vont au Louvre uniquement... Tu sais, honnêtement, là... Absolument. Je suis le premier pas qu'à le dire. Ben, non, mais c'est fou, là. Une fois là, tu dis, bon, je vais aller voir des trucs égyptiens, là. Ouais, mais dans la vraie vie... là, mais dans la vraie vie, les gens vont là pour la Joconde. 20 000 personnes par jour. C'est fou. OK? Bon. Mais j'ai trouvé ça très brillant. C'est probablement pas lui qui l'a inventé. Mais pour tous les touristes hors Europe, donc qui sont pas dans ce qu'on appelle l'espace Schengen, il va avoir un prix plus élevé, Sophie. Ouais. Et le tourisme, on le sait, c'est vraiment pas un domaine qui en arrache. Contrairement aux médias, par exemple. Ouais. Il y en a partout, puis on parle de surtourisme ou peu importe. Et quand tu voyages, notamment chez nous, si tu viens de l'Europe ou des États-Unis avec ton dollar ou ton euro extravagant, t'en as. D'ailleurs, tu veux une anecdote? J'ai pensé à ça tantôt en m'en venant. Ouais. Parce que moi, quand je m'en viens, je me pratique à te parler. Et j'ai vu ce que je vais te conter. Là. J'espère, c'est pas... au prix qu'on te paye. Non, exactement. C'est pas du oui-dire, c'est moi, c'est un témoignage. Oui. Chez l'abbé, c'est dans le temps que le dollar est à peu près comme là. Ça fait au moins peut-être 10-15 ans qu'on avait eu un dollar très faible. Et l'homme en avant de moi, c'est un Américain, il paye avec un 100 $ américain, puis il achète un petit gilet qui, je crois, est en vente à 14 $. Non seulement on lui a donné le petit T-shirt en question, mais on lui a remis 125 $ canadiens. Écoute, je hurlais. Le gars, il a donné 100, il a eu un T-shirt gratos. He was laughing all the way to the bank. Bon, bref, oui, alors tu comprends que si on n'importe cette idée-là, de prendre les musées, par exemple, ton article que j'ai lu, très intéressant, où est-ce qu'on dit, bon, ben on faisait une promo qui, d'après moi, marchait tempête, là, les dimanches. Au lieu d'enlever ça ou autre, on dit maintenant, pour les touristes qui sont pas hors de tel territoire, alors à choisir Québec, Canada, peu importe, vous avez maintenant un prix d'entrée différent. Tu sais aussi qu'à Disney... Je veux juste dire, par contre, pour préciser pour tout le monde, les dimanches gratuits, premier dimanche du mois, c'était uniquement pour les Québécois. Parfait.
Voilà. Donc, mais là, c'est sûr qu'après, le reste du temps, en effet, avoir des prix plus élevés. Puis en Europe, ils n'ont pas le choix parce que tu peux pas dire c'est réservé aux Français parce qu'à partir du moment où tu as l'espace commun, mais on pourrait faire ça puis dire, à ce moment-là, les Américains paieraient le vrai prix. Oui. Mais j'aime ton idée, mon cher Marc. Il y a juste un problème. Je pense que les gens en France sont prêts à payer beaucoup plus cher, mettons, pour rentrer au Louvre, parce qu'il se passe des affaires au Louvre. Je suis pas sûre que quand tu es rendu au musée de la... je vais rester poli. Je pense que même si tu rentres au musée des Beaux-Arts à Montréal ou au musée national des Beaux-Arts à Québec, même pour aller voir des riopelles, je suis pas sûre que les gens vont apprécier de se faire dire « Oh, you're an American », c'est 2 fois plus cher. Ben, c'est pas mon problème. Non, je te dis très honnêtement, avec un dollar aussi fort, je veux dire de quoi, ça revient au prix normal. Pense-y 2 secondes. Au moment où on se parle, si tu dis ça va vous coûter 25% plus cher, ça veut dire que donc je paye comme un Québécois. On tient compte de la différence dans le taux de change. L'autre truc que je trouve intéressant, c'est ce que Disney fait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils ont une passe annuelle pour les résidents. Alors eux autres, ils prennent ça de l'autre bord. Ils se disent, pourquoi pas dire, on va faire une offre vraiment... Alors, plusieurs le font, mais c'est pour te montrer que tu peux être audacieux un peu et avoir du financement qui est original, mais celui des touristes, c'est très bon. Deuxième volet de financement, là, je vais te parler de nous autres, c'est-à-dire les médias et la frilosité. Puis, je dis les médias, toutes les institutions culturelles, médiatiques, arts et spectacles, il y a encore une frilosité d'avoir du commercial, de faire des deals avec les gens qui font de la pub, OK? Il pourrait avoir un logo ici, puis t'en mourrais pas en arrière. Juste toi, là, Sophie Durocher, avec un logo de je ne sais quoi, et ça serait une intégration. Ça peut être super original. Un placement de produits. Donc, de faire plus ça dans les musées. Écoute. Avec, par exemple, l'exposition, je sais pas, Hélène McNichol, qui est une exposition extraordinaire que j'ai vue au Musée national des Beaux-Arts de Québec, qui serait commanditée par la margarine Lactantia, mettons. Sais-tu quoi? Tant qu'on va snobber ces idées-là, tant qu'on n'aura pas la créativité de dire, hey, voici une compagnie qui fit très bien avec quelque chose qui est plus pointu, avec un visuel, une campagne. Ouais. Mais tu viens de dire le mot pointu. C'est ça le problème au Québec. C'est que la raison pour laquelle la margarine Lactantia, elle ira pas s'associer avec une exposition au musée, peut-être, c'est que justement, ils veulent pas, hey, tu comprends, les musées, c'est l'élite au Québec. On s'en méfie. Puis là, les affaires trop pointues, on veut pas être associé à ça parce qu'au Québec, on est du bon monde puis on s'intéresse au monde ordinaire. Puis si on s'associe avec des affaires trop élitistes, comme l'opéra ou les musées, Sophie, hey, je te dis que... personne va à ce que tu parles, ce qui n'est pas le cas, hein. Tu sais qu'il y a de l'opéra en direct du Met au cinéma Scotia. Ah oui, puis c'est rempli. C'est archi blindé. Moi, je vais aller voir d'autres films, mais c'est plein. Donc, il y a quelqu'un à quelque part qui aimerait ça parler à cette clientèle-là. Je m'excuse. Puis le meilleur exemple... Cette personne-là, elle a les cheveux blancs, elle a plus de 54 ans. Elle allonge aussi encore. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que les publicitaires, c'est pas ça qui les intéresse de parler aux gens de 54 ans et plus. Ça dépend qui. À part si tu fais un produit pour la mycose des ongles, c'est pas un public qui t'intéresse comme publicitaire. Alors moi, je te dis qu'il y en a des compagnies qui veulent rejoindre les plus vieux. OK, des résidences, je peux t'en nommer une liste de long. Puis au-delà d'eux, c'est qui tu penses qui est le plus frileux? C'est les gens des... Je vais te donner un exemple que je vis depuis 20 ans. À Québec, quand tu fais de la radio, là, l'animateur, pendant les pauses, il fait ce qu'on appelle des lives. Oui, bien, on en a déjà parlé. J'en faisais, moi, quand j'étais à la radio à Québec avec les frères Leclerc. As-tu déjà entendu Paul Arcand dans ces belles années faire « Hey, j'arrête tout pour vous dire vive non, le groupe ». Non, mais moi, j'entends à la radio privée les gens qui font, les gars et les filles, parce qu'il y a des filles qui font la circulation, qui disent Génacol ou je sais pas trop quoi. Là, bravo. Bon. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours eu du snobisme par rapport à ça. C'est comme, moi, la pub, moi, je fais de la radio, j'écris dans un journal, la pub, ça me regarde pas. Non, mais c'est tellement vrai. 200 jobs de perdus, c'est ça. Non, mais c'est tellement vrai que, écoute, te souviens-tu, c'était qui, là? C'était à un moment donné Claude Léveillé. Là, je vous rappelle, évidemment, Cybelle, elle n'a pas connu ça, là. C'est qui, Claude Léveillé? Je sais c'est qui, mais bon. Je te taquine. Tu avais Jacques Cartier, Napoléon. Claude Léveillé, il avait vendu les droits de sa chanson c'était pour qui, donc? McDo. Bon, voilà. Hein? Puis les gens, ils étaient tombés sur la tomate. Qui les gens? Pas monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde s'en cogne. Exactement. Écoute, Lucien Francaire, il avait fait une publicité en firoapé pour Burger King. Il y en a plein. Mais aujourd'hui, encore, il y a certains musiciens québécois que je connais personnellement
qui refusent la publicité. OK, mais ça les regarde. Oui, mais ils pourraient devenir millionnaires. OK, mais ça les regarde. Ouais. Moi, je te dis juste que quand tout à coup, t'es dans un média ou t'es dans un organisme, t'es une partie, comme toi et moi, on est une partie de ce qui se passe ici, puis que tu mets ça ses freins en disant non, moi je fais pas ça, alors que c'est un partenariat qui rend possible le travail, ben, je m'excuse, mais soyez créatifs à un moment donné, puis faites toutes sortes de collaborations ingénieuses et laissez les dollars circuler. C'est juste ça que je dis, t'sais. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas faire fi du fait que c'est la publicité qui paye ton salaire. La radio, c'est pire que la télé. La télé, t'as les crédits d'impôt aux producteurs. Ouais. Ici, là, ce n'est que la pub. Il n'y a pas une scène qui vient d'ailleurs. Il n'y a pas de mécène. Ben non. Bon. Alors, moi, je pense que quand on parle de financement, puis que les gens disent « Oh, c'est tout le temps, on va demander encore un chèque au gouvernement. » OK, mais toute la gang dans la rue, là, ouais, est-ce que vous accepteriez, vous, là, au théâtre, que ça soit vraiment intégré dans votre pièce? La gang dans la rue est en train de dire ça parce qu'il y a eu des manifestations dans le milieu culturel la semaine dernière. Mais je les respecte, je fais juste dire. La gang dans la rue, Marc Boilard vous parle. Merci beaucoup, Marc. J'aime ça. J'ai adoré cette discussion. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci, Cybèle. De rien, Sophie, je te taquine sur ton âge, mais c'est parce que je t'aime. Ah ben moi aussi, plaisir. Il te reste 11 secondes. Je veux juste dire que nos auditeurs sont fâchés de ne pas avoir entendu plus de Voivode un peu plus tôt. Bon, évidemment. Bon, ben, savez-vous quoi? Restez à l'écoute parce que demain, je vous fais jouer du Voivode et on va en mettre 1 heure de temps. Kid.